c'est une campagne qui sera à la fois politique et judiciaire. Elle a déjà commencé à l'être d'ailleurs. Oui. Et je crois que ce qu'il faut bien souligner, c'est que dès maintenant, les États-Unis sont en campagne pour les élections présidentielles. Et que par conséquent, tout ce qui touche à la justice ne peut avoir que des répercussions sur les événements politiques. Ouais, on va y venir parce que c'est ma deuxième partie, mais sur ces affaires judiciaires, qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour Donald Trump selon vous? Oh, évidemment, l'affaire de Géorgie est inquiétante, mais encore une fois, c'est une affaire qui est limitée à une partie des États-Unis. Ça peut évidemment devenir une affaire nationale, mais je rappellerai que ce problème de la Géorgie, où Donald Trump est accusé d'avoir demandé 1 millier de voix en plus pour pouvoir être élu. Trouvez-moi les 1178 voix qu'il manque. Exactement, mais je rappelle que... Il y a un enregistrement Mais je rappelle téléphonique. qu'en 2000, dans les élections présidentielles, George W. Bush a battu Al Gore par 537 voix de différence en Floride. C'est en Floride. Alors, évidemment, je n'accuse pas Bush d'être intervenu, encore que je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus si quelqu'un de son entourage est intervenu. Mais il me semble que l'affaire de Géorgie peut être importante, mais pas nécessairement la plus importante. Alexis Pichard, votre avis? Je suis assez d'accord avec M. Caspi. Et moi, ce qui me surprend le plus, c'est la manière dont toutes ces affaires vont couler sur Donald Trump. C'est-à-dire qu'il va s'en emparer politiquement pour en fait, nourrir son récit d'un candidat martyrisé par le système, qui est victime d'une chasse aux sorcières. Et dans l'optique de 2024, c'est exactement ça qu'il recherche, c'est-à-dire devenir le candidat justement. Donc vous êtes en train de me dire qu'il ne risque rien judiciairement parlant? C'est très compliqué puisqu'il s'est déjà déclaré candidat. Et quand on se déclare candidat, c'est beaucoup plus compliqué d'être inculpé parce que justement... Il l'est déjà sur une affaire. Mais il peut accuser justement l'accusation de dire, voilà, vous essayez de mettre des bâtons dans les roues, c'est anticonstitutionnel, vous allez à l'encontre de la démocratie américaine. Donc lui, il va s'en emparer pour essayer justement de capitaliser là-dessus. En 2016, c'était le candidat Téflon, là ça va être Super Téflon. Ça va être Super Téflon, et je rappelle quelque chose qu'il avait dit durant sa campagne 2015, hein, si je venais à tuer quelqu'un sur la 5e avenue, mes soutiens ne se départiraient pas de ma candidature. Mais ça marche avec les gens qui sont aveuglément derrière vous. Mais il y a peut-être une partie de l'électorat, Normand Deville, les indépendants notamment, dont on dit qu'ils font ou défont les majorités, qui pourraient hésiter à force de voir, même s'ils soupçonnent de l'acharnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que vous avez raison sur les indépendances. Il me semble en fait qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté le fait que Trump est un homme par définition qui se définit en partie par ses défauts. C'est-à-dire que tout le monde sait en fait que Trump a toujours eu, que c'est finalement, d'une certaine manière, c'est un chevalier. Un peu avec la loi. Voilà, un chevalier noir. C'est un homme il y a plein d'histoires liées aux femmes. Il y a eu toujours des soupçons, d'accusations dans ses relations avec les femmes. Vous vous souvenez, en 2016, quand il y avait eu cette fameuse cassette épouvantable dans laquelle il proférait des insanités en fait à propos d'attraper les femmes par la chatte, etc. On a cru que ça allait le couler. Et donc, il est par définition un candidat, un pécheur, je dirais, pour employer le langage religieux, qui quand même correspond à la manière dont les Américains définissent leur scène politique en blanc, en noir, avec les chevaliers d'un côté et de l'autre. Et donc, de ce point de vue-là, au fond, il a l'habitude, comme vous le disiez, d'avoir des flots. On dit qu'il est l'homme des 3500 procès. Toute sa vie, en fait, est une suite de procès pour fraude fiscale, pour ceci, pour cela. Et donc il est immunisé, vous pensez ? Il y a ce côté-là. Moi, je pense qu'en fait, et il va en jouer, bien évidemment, comme ça a été dit par André Caspi et par Xavier... Alexis, excusez-moi. Et donc... mais ce qui me semble, c'est que ce qu'on ne sait pas bien, ce qui reste pour l'instant imprévisible, c'est le degré de fatigue, en fait, que suscite Trump. C'est-à-dire que s'il est tellement aimé par les 41% de son électorat qui disent que ça les renforce dans leur volonté de voter pour lui, pour les gens qui sont fatigués, en fait, qui ont voté pour lui, mais qui aspirent en fait à un changement de génération, qui en ont marre en fait de cet affrontement entre 80 ans, 78 ans, qui pensent que Trump s'est discrédité sur beaucoup de dossiers. Je pense que, si vous voulez, si par exemple il est confronté à quelqu'un comme DeSantis,
est-ce que l'autre ne peut pas utiliser justement cette cascade de procès qu'en fait, qui font mauvais effet? On va voir donc ça. je pense que tout va dépendre de la dynamique, en fait. Jean-Marc Gonin, vous revenez juste des États-Unis, donc ça tombe bien. Oui. Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce que vous avez entendu? J'étais à New York, donc j'étais pas vraiment dans un terrain très favorable pour Trump, bien que ce soit sa terre natale. Oui. Mais non, il y avait le spectacle justement autour des tribunaux au sud de Manhattan, où il y avait évidemment une espèce de piquet de grève de ses propres supporters qui étaient là pour vilipender la justice. Nombreux ou... Oui, assez nombreux. Il y avait des groupes qui se relayaient. Bon, il y a eu le jour où il est venu se faire inculper, il y avait y compris des gens de Washington, des figures du Congrès qui étaient venus là pour faire la claque ou la cabale, selon de quel point de vue on se place. Et puis... chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement, les caméras sont toutes là. Trump reste une star énorme, y compris d'ailleurs pour les networks qui font son procès continuellement. C'est un très bon show, Trump, et donc il a un temps d'antenne absolument extraordinaire pour rien, parce que je vous rappelle que sur cette affaire d'inculpation, on ne l'a même pas vu. On ne l'a pas vu arriver. Donc tout ça, c'était des heures d'antenne pour rien, mais c'était le phénomène Trump qui continue à prospérer. Une remarque sur les procès, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, et je pense que l'idée de complot qu'il essaye d'accréditer, de faire accroire en disant que tout le monde est contre la justice est contre lui, ça marche très bien chez ses supporters, et on l'a vu avec les levées de fonds, ça va très vite, immédiatement, dès qu'il est inculpé de quoi que ce soit, il y a quelques millions de dollars qui tombent du ciel dans sa caisse électorale. Donc c'est presque un avantage concurrentiel qui Mais est-ce que les Américains pensent qu'il échappera une fois de plus aux griffes, entre guillemets, de la justice? Pour l'heure, les Américains, c'est difficile. Il y a ceux qui pensent que la justice suivra son cours et qui sera vraiment condamné. Ouais. Et puis, il y a toute cette troupe, tous ces supporters qui, eux, croient au complot et pensent qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Et on connaît le produit, de toute façon. Vous disiez, Laure, l'homme est couvert de procès depuis son passé de promoteur immobilier new-yorkais jusqu'à la Maison-Blanche. Oui, mais est-ce que les démocrates ne veulent pas, au fond, que ce soit lui le candidat à la présidentielle? on va y venir, bien sûr. Et donc, c'est une des questions qu'on va... Oui, mais ça peut jouer sur le cours de ces procès. Il faut peut-être préciser avant tout que c'est peut-être pas très clair pour un public français, mais le fait d'être poursuivi par la justice et même d'être condamné, sauf certaines condamnations invalidantes pour des fonctions publiques, mais Donald Trump n'est absolument pas entravé dans sa campagne par ces poursuites judiciaires. D'autant que le procureur à New York est un élu, et un élu démocrate. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, tous les soupçons pèsent sur l'accusation beaucoup plus que sur Donald Trump. Et actuellement, d'ailleurs, il y a une poursuite qui est intentée contre le procureur. Donc ça veut dire qu'au fond, Donald Trump est un personnage tel qu'il a été décrit, c'est-à-dire un personnage qui a l'habitude des tribunaux. Mais il me semble que ce qui est important, c'est que, évidemment, ce n'est pas la première fois. Il faut quand même rappeler qu'il a été par 2 fois poursuivi en impeachment par le Congrès des États-Unis et 2 fois, c'est une première historique. Il a échappé bien sûr. Aux conséquences de l'impeachment. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est un homme qui est poursuivi, mais jamais rattrapé. Mmh. Bon, alors, et ça va continuer, selon vous. Est-ce qu'il le sera cette fois-ci ou non? Je n'en sais rien. Mais si on regarde par exemple le cas de la Floride, où il est en concurrence avec un autre républicain qui est le gouverneur Ron DeSantis. Bon, il est évident qu'entre les deux, il y a rivalité. Et cette rivalité s'est manifestée notamment dans l'affaire de Disney. Parce que, on y reviendra si vous voulez. On va y venir parce que c'est l'aspect impact sur la campagne. Ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump a toujours vécu et réussi à gagner sur des batailles, c'est-à-dire sur la contestation qui pouvait être adressée contre lui. Et il faut souligner, peut-être, Alexis Pichard, qu'il ne rend jamais les armes. C'est-à-dire que les procès et les procédures
dureront aussi longtemps que possible. Il fera appel de tous les pourvois, de tous les angles d'attaque possibles. Justement, dans l'optique de 2024, puisqu'il va essayer de retarder au maximum les verdicts. Exactement, c'est-à-dire pour être libre, finalement, et pouvoir en jouer aussi durant la campagne qui a déjà commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça va nourrir son récit dans l'optique de 2024. Alors, je voudrais qu'on écoute juste comment, précisément, Donald Trump exploite politiquement, comme vous l'avez tous dit, ces poursuites judiciaires. On va écouter un extrait, et ensuite on parlera de l'impact sur sa campagne. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. Inimitable Donald Trump. Après son inculpation, le lendemain quasiment, il y avait 61% des républicains qui voulaient toujours qu'il soit candidat en 2024. Et son avance sur Ron DeSantis, le gouverneur de Floride dont vous avez parlé, est passée de 12 à 24 points en moyenne. Et il a levé 4 millions de dollars, comme vous l'avez souligné. Ça vous dit quoi, Laure ? Ça dit qu'il reste un candidat quand même extrêmement puissant, en fait, et qui est toujours au centre de la campagne républicaine. Et ça, c'est vrai que... alors, sur l'aspect comment il exploite, c'est évident qu'il puise dans les enseignements de celui qui a été son maître, en fait, quand il était un jeune promoteur new-yorkais qui partait à l'assaut de New York, avec ce fameux Roy Cohn, cet avocat, en fait, qui avait été l'avocat... D'où il tient la leçon, ne jamais rendre les armes pour rien au monde. Qui a été l'avocat de Joseph McCarthy, mais aussi de la mafia new-yorkaise, de l'archevêché de New York, etc., et qui lui dit jamais ne rendre les armes, toujours contre-attaquer. Et on voit bien, en fait, qu'il le fait remarquablement. C'est-à-dire, il est du côté du peuple, du côté de celui qui défend. Et ce qui est vrai, c'est qu'il appelle à des choses que les gens considèrent comme réelles, et qui sont réelles, puisqu'il dit, au fond, je suis assiégé. Et d'une certaine manière, il l'est. Parce que le Parti démocrate, depuis, en fait, son annonce de campagne en 2015, a tenté de l'abattre, et après a tenté de l'abattre pendant toute sa présidence. Donc il y a eu une empoignade, en fait, permanente entre le Parti démocrate et une partie d'ailleurs très importante du Parti républicain, il ne faut pas l'oublier, et Donald Trump. Et donc il joue de ça remarquablement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit avec DeSantis, vous savez que par exemple, récemment, les gens étaient frappés par le fait que plusieurs piliers en fait, du Parti républicain de Floride se sont prononcés en faveur de Trump. Et au moment où tout le monde pensait que, étant donné quand même qu'on était en terrain DeSantis en Floride, il allait être soutenu par les gens qui sont ses amis, qui le soutenaient. Alors, et donc ça montre quand même que dans le Parti républicain, les gens ont peur aussi de Trump. Et ils sont prêts quand même à se ranger de son côté. C'est intéressant le cas de Ron DeSantis, parce que c'est un peu l'idéologie de Trump, mais avec une autre présentation et un autre caractère. Et pourtant, Alexis Pichard, dernier sondage du Wall Street Journal, s'il y a 12 candidats aux primaires républicaines, pour l'instant, Donald Trump est en tête à 48%, et DeSantis est deuxième à 24%, à la moitié. Comment explique-t-on que les alternatives républicaine à Trump n'accroche pas? Parce que Ron DeSantis n'a pas réussi à exploiter son effarant succès au dernier midterm, c'est-à-dire qu'il a été réélu avec 60% des voix dans son État de Floride en tant que gouverneur, ce qui est un record absolu. Ouais. Et depuis, il n'a pas réussi à se poser en alternative concrète face à Donald Trump. Il l'a été à un moment, mais du moment où Trump s'est lui-même lancé dans la campagne, il a fait une ombre colossale. Il y a un deuxième écueil, je pense, qu'il a réalisé, c'est de ne pas s'opposer frontalement à Donald Trump. Il s'est mis un peu en distance, il le critique pas, il le critique jamais, alors que Trump
En revanche, le critique de manière... C'est-à-dire que si on veut faire du Trump, il vaut mieux être Trump. Effectivement. Et surtout qu'il se dit, si je m'attaque à Trump, je vais m'attaquer aussi à sa base. Et la base de Trump, ça va être la mienne, si je cherche à me présenter aussi contre lui. Donc il essaye de ménager la chèvre et le chou en se posant en alternative, mais en alternative qui n'attaque pas de manière virulente. Qu'est-ce qu'il faut faire, André Caspi, pour faire de l'ombre à Trump sur son propre terrain? Je ne suis pas stratège électoral, et encore moins stratège électoral aux États-Unis. Mais ce que je constate, par exemple, en Floride, c'est que, comme on sait, Ron DeSantis s'en est pris à Disney, en demandant en particulier que Disney ait dans les écoles, on cesse d'enseigner. Il faut expliquer, je pense, au public que l'axe de campagne premier choisi par Ron DeSantis, c'est une espèce de guerre anti-woke. Voilà, exactement. Et donc, il vise en particulier Disney, parce que Disney se met à réécrire Blanche-Neige. Oui, c'est aussi parce que le Parlement de Floride a voté une loi qui interdit aux enseignants de parler des changements de sexe dans les 3 premières années de l'enseignement. Oui. Alors, ça a un rapport avec Disney, parce que Disney prétend que dans ce cas-là, c'est une mesure à l'encontre d'une partie de son public. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on pourrait imaginer que Donald Trump applaudisse des 2 mains, car au fond, il se bat lui aussi contre le wokisme. Eh bien non. Donald Trump a donné tort à Ron DeSantis en disant, en faisant ce qu'il fait, il perd les revenus que Disney peut apporter à la Floride. C'est-à-dire qu'au fond, il sait toujours, à partir d'un argument qui lui est opposé, retourner cet argument de telle façon qu'il en profite. Alors, de ce point de vue-là, Ron DeSantis est évidemment battu. Oui, Jean-Marc Gonin, qu'est-ce que les démocrates, vous venez d'une ville démocrate, ils pensent quoi de Ron DeSantis? Je crois que ça a déjà été évoqué, qu'il y a beaucoup de démocrates qui préféreraient Trump parce que c'est une victoire accessible, parce qu'on a beau dire que Trump est l'ultra favori des primaires républicaines, quand il s'agira de l'élection générale, est-ce qu'il fera le plein seulement des électeurs républicains? Parce que ceux qui votent aux primaires, ce sont les plus motivés, et là, en l'occurrence, surtout la base de Trump, les militants, les gens qui... Il y a des électeurs républicains qui, ma foi, ne se déplacent pas pour les primaires. Et se déplaceront-ils pour un Trump à nouveau candidat à l'élection générale? Rien n'est moins sûr. C'est une des vraies craintes. Il y a plusieurs stratèges républicains qui ont déjà mis en garde, et pas des moindres, qui ont déjà dit, en cas de Trump dans l'élection générale, nous allons perdre, notre camp va perdre. C'est plus un cheval gagnant. Mais néanmoins, cet homme a une telle puissance dans ses primaires. Est-ce qu'on est si sûr qu'il va gagner les primaires? Je rappelle qu'en 2008, Hillary Clinton était la grande favorite des primaires devant un certain Barack Obama. Non, on sait ce qu'il est advenu. Oui. Moi, je pense que c'est pas sûr. Et ce que disent en fait les stratèges républicains, c'est que si le reste du parti républicain, et notamment l'establishment, arrive à se mettre d'accord sur un candidat, ça change complètement, parce que vous mentionniez, Philippe, en fait, que quand on aligne 12 candidats face à lui, effectivement, tout s'étale, et là, il est ultra gagnant. Il a 2 fois plus d'intention de vote que le deuxième. Mais en revanche, dans certains sondages, quand on met seulement en opposition DeSantis et Trump, ça change complètement. On est quasiment à égalité dans certains sondages. Alors, donc, je voudrais vous lire un passage d'une tribune de Louis Perron, qui fait de la communication politique, qui a écrit un texte dans l'Opinion il y a quelques jours, et il dit « Je n'ai jamais vu », il dit « J'ai conseillé une centaine de politiciens et d'hommes d'affaires, je n'ai jamais vu un client me dire qu'être inculpé serait une bonne chose. Je trouve ahurissant que certains puissent penser le contraire. » Alors, est-ce que vous croyez qu'à l'usure, tout de même, cette image qui est certes pas nouvelle de Donald Trump, mais peut quand même finir par peser sur ses chances électorales? Je crois qu'il faut déjà faire la distinction entre les républicains et les indépendants. Parce qu'on parle toujours des républicains et des démocrates, mais il y a quand même une masse d'indépendants qui ne se rattachent ni aux uns ni aux autres. Et c'est eux qui, en fin de compte, font la décision. Ouais. C'est-à-dire que c'est par leur poids. Et pour cela, Trump, en effet, c'est peut-être pas le meilleur choix. Ouais. Et d'un autre côté, tout dépend de l'autre. Bien sûr. Si l'autre, c'est Biden, il faut dire que pour ces indépendants, ils auront le choix entre 2 mauvaises solutions. Ouais. Enfin, pour eux.
parce que moi, je ne vote pas aux États-Unis, comme vous le savez. Donc, ça veut dire quand même que là, il y a une difficulté à prévoir, dans la mesure où, premièrement, on ne sait pas si les républicains choisiront comme candidat Donald Trump, on ne sait pas encore si vraiment les démocrates accepteront la candidature nouvelle de Joe Biden, et finalement, je le répète, on ne sait pas si les indépendants iront dans un sens ou dans l'autre, parce que, par définition, ils sont souvent imprévisibles, et puis ils décident en fonction des conditions locales, en fonction du calendrier, enfin, etc. Il y a toute une série de motivations. Laure Mandeville. Oui, il y a aussi, je pense, une question de personnalité. C'est-à-dire, on va bien voir, pour l'instant, on ne peut pas savoir, et je crois que Philippe, vous le savez très bien, qu'avant d'être rentré dans une campagne américaine, avant d'avoir vu les candidats alignés sur la scène et capables de faire face au feu des questions, tous les uns à côté des autres, et ils vont être comparés par le public, on ne sait pas comment, qui va sortir finalement. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si Ron DeSantis sera capable de s'opposer à Trump, alors que ce que vous disiez, c'est-à-dire que dans les campagnes précédentes, on a vu comment Trump avait absolument laminé des candidats extrêmement chevronnés, comme Chris Christie, le gouverneur de New Jersey, Ted Cruz, Jeb Bush, etc. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir une surprise. Il paraît qu'il y a 2 autres candidats dont le Parti républicain essaie de pousser la candidature. Ce serait d'un côté Brian Kemp, le gouverneur de la Floride. De la Géorgie, pardon. Et l'autre, en fait, le gouverneur de Virginie, Youngkin. Et donc, c'est aussi des possibilités. Et c'est vrai que c'est toute la beauté, d'ailleurs, de l'élection américaine. C'est-à-dire, on a parfois des surprises. C'est-à-dire, il y a tout à coup quelqu'un qui surgit, comme ça a été le cas de Trump, d'ailleurs, où personne n'avait parié sur lui, où on peut surgir dans le cours de la campagne. Donc, je pense que ça laisse planer, malgré tout, une forme de... Au-delà, en fait, de cet électorat tellement attaché à Trump, je pense, vu la fatigue générale, le désarroi aussi politique général qu'on a aux États-Unis, où on cherche des issues à cette espèce de polarisation absolue, où il y a aussi l'inflation, la crise, etc. Jean-Marc Gonard, oui. Il y a un petit indice qu'on a pu relever samedi dernier. Dans l'Iowa, il y a eu cette réunion d'évangéliques, essentiellement, évidemment, électeurs républicains, qui ont été un paquet de voix, un apport de voix énorme pour Trump, puisqu'ils se sont mis, et Pence en était le garant, comme son vice-président. Cette réunion a eu lieu dans l'Iowa, où il y aura les caucus dans 8 mois, donc le début des primaires. Trump n'est apparu qu'avec un écran vidéo, et DeSantis également, alors que tous les autres étaient là. Et ils ont été poliment écoutés, y compris Pence, labellisé évangélique lui-même. Et Trump a fait un triomphe avec cette petite allocution qui est arrivée en fin de réunion dans la salle. Donc, même cet électorat-là... on sait que cet électorat-là est quand même... a choisi Trump. C'est le mythe du roi David qui n'est pas très pieux, mais qui est le champion des pieux. Vous avez raison, mais on a dit dans cette conversation, on a parlé de pécheurs, de péché, qui est quand même très important pour ces gens-là. Or, Trump est le pécheur. Oui, mais ça, il a surmonté cet obstacle très tôt, en 2016. Ce n'est pas la première fois, mais il se représente. Depuis le début. Et on aurait pu imaginer que cet électorat s'effrite un peu. Or, il semble solidement derrière lui. Alexis Pichard, vous voyez un républicain capable d'émerger contre Trump dans les primaires ? Non, ça va être très compliqué. Pour revenir sur le cas de Ron DeSantis, même auprès des modérés, Ron DeSantis fait peur. C'est quand même, à l'échelle de son État, c'est quand même quelqu'un qui a porté des mesures extrêmement anti-avortement, anti-femmes, anti-minorité. Donc, c'est surtout la question de l'avortement qui émerge encore qui va émerger en tous les cas comme une question de société qui va, à mon avis, inonder le débat pendant les élections de 2024. Et c'est ce qui fait peur d'ailleurs aux stratèges républicains en ce moment, c'est de voir comment ces candidats qui ont soutenu justement l'avortement et qui soutiennent des mesures anti-LGBT et pas que, vont résister face aux démocrates qui, eux, vont jouer justement sur ces espaces de modération et d'entre-deux en étant beaucoup plus progressistes. Ouais. Bon, la question, ça va être la perception de l'éligibilité de Trump. La moyenne des sondages
dans la population générale, il n'a que 52%, je dirais, d'opinion négative. C'est pas insurmontable pour Trump. Et dans les avis sur Ron DeSantis, 73% des républicains ont une bonne opinion de DeSantis et ils sont 79% pour Trump. Donc ils ne sont pas très éloignés. Non, ils ne sont pas très éloignés. Mais c'est plutôt une question d'armes. Trump est prêt à utiliser toutes les armes à sa disposition. Il est violent. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques en face de lui qui sont capables de répondre avec la même force. Oui, mais puis il faut quand même reconnaître que Trump a quand même un visage connu et une parole connue dans l'ensemble des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de Ron DeSantis. Mais ça s'acquiert assez vite aux critères américains. Il faut le faire. Hein, ça ne vient pas comme ça entre la poire et le fromage. Oui, regardez l'émergence d'Obama, ça n'a pas pris très longtemps. Oui, mais d'accord, mais peut-être. Mais là, dans cette affaire, Obama, il n'avait pas un adversaire de la taille de Trump. Il avait Hillary Clinton. Oui, d'accord. Elle était déjà un peu connue. Oui, mais Hillary Clinton, elle avait aussi un passif. Hein. Elle n'était pas que comme Hillary Trump. Clinton. Hein. Comme Trump, il est connu, mais il a un pas passif. Pas le même. Laure Mandeville, qu'est-ce que vous en pensez? Sur Hillary Clinton. Non, pas sur Hillary Clinton, Non, sur la capacité des Républicains de faire émerger un candidat alternatif. Oui, je crois que vraiment on est face à quand même une vraie question, parce que d'un côté c'est vrai que Trump, ce qui peut, là je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, aussi ce que disait Jean-Marc, c'est que la question religieuse c'est très intéressant, parce que Trump au fond c'est quelqu'un qui ne faisait pas peur aux centristes ou aux indépendants sur ces questions-là, parce que tout le monde sait très bien qu'il a été démocrate pendant 20 ans, que pour lui les questions culturelles, l'avortement, etc., il s'est rangé en fait aux côtés de la droite parce qu'il voulait les avoir. Et au fond, il les a eus, il les a conquis sur la question civilisationnelle, plus que sur le fait qu'il soit convaincu qu'il faille défendre l'avortement, etc. Oui. Il les a suivis là-dessus. Il a nommé effectivement des juges très conservateurs, mais au fond, c'est pas un sujet sur lequel lui-même, il fait pas peur là-dessus à l'électorat. Je voudrais quand même on va écouter un deuxième extrait où il nous explique quel est pas son programme. On va parler un peu de son programme, mais il a eu un discours il y a environ début mars devant le CIPAC, justement les conservateurs religieux américains, dans lequel il a été très très violent. Il a expliqué que en 2016, j'étais votre voix, mais la prochaine fois, je serai votre punition, votre revanche. Écoutons-le. In 2016, I declared, I am your voice. Today, I add, I am your warrior. I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Not going to let this happen. Discours de combat. Je voudrais juste, dans les esquisses de programme que Trump a produites jusqu'ici, il parle de mobiliser l'armée contre la criminalité, de purger la fonction publique, c'est-à-dire faire prêter serment aux fonctionnaires, à l'administration en place. Il parle de déporter évidemment massivement les immigrés clandestins. Il parle de créer des villes futuristes sur des terres fédérales non utilisées, toujours le bâtisseur en lui. Bref, ce qui est intéressant, au-delà de ces idées, c'est qu'on est à rebours du small government qui est censé être la doxa républicaine. Alexis? Oui, alors je trouve que son programme ressemble étrangement aussi à ce qu'il avait déjà mis en place, en tout cas proposé en 2015-2016. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est surtout du slogan, c'est de l'incantation. Donc là, il a rebaptisé Make America Great Again, c'est Make America Great and Glorious Again. Vous ne lui faites pas le crédit d'avoir tiré les leçons de ce qu'on l'a empêché de faire pendant son premier mandat et d'avoir l'intention ferme de le réaliser sans s'embarrasser de ce qu'il appelait le deep state, l'état profond. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a aussi une élection législative qui n'aura pas forcément les voix au Congrès, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat. Donc, malgré les intentions, les velléités, il sera confronté à la réalité de la politique américaine, qui est quand même un pouvoir séparé. Un Trump de deuxième version, vous le voyez comment? Plus radical? Oui, moi je pense qu'il ne va pas se recentrer, il sera plus radical, ce discours. Et plus déterminé. Oui, il connaît aussi il a le une système, idée de revanche. Moins prudent. C'est un bagarreur, cet homme. Il aime, et il a perdu.
c'est une espèce de, comme vous savez, ces boxeurs aux États-Unis qui il va avoir sa revanche, il va remonter sur le ring. Là, il remonte sur le ring et vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y a quelque chose là qui lui donne encore de l'énergie et je pense qu'il sera beaucoup plus radical. Et n'oublions pas non plus que désormais, il a des fantassins à lui à Washington. Je ne pense pas à ceux qui ont pris d'assaut le Congrès, mais ceux qui sont à l'intérieur et qui sont une sacrée force d'appoint. Ils sont à l'intérieur de l'administration. Je veux dire des gens du Congrès. Non, les élus du Congrès. Il a, parmi les Républicains, il a une solide... MAGA. Madame Green, Taylor Green. Et ces gens-là, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec le procureur de New York, qu'on a évoqué déjà. À peine l'avait-il inculpé que ces gens-là déclenchaient, notamment, pas des moindres, un congressman important de la Commission de la Justice de l'Ohio, qui a assigné littéralement le procureur de New York en disant qu'il était nul, qu'il fallait organiser des hearings pour mettre en cause sa politique. Le crime montait de manière vertigineuse à New York, chose qui ne soit pas du tout démontrée, mais peu importe, la contre-attaque était déjà là. C'est-à-dire que Trump n'avait pas besoin lui-même de répondre, il avait ces fantassins-là. Et ça, c'est quelque chose, c'est un élément de pouvoir qu'il n'avait pas. Oui, alors au-delà des fantassins, un nouveau mandat de Trump, ça ressemblerait à quoi? Oui, moi je pense que ça serait effectivement qu'il y aurait un aspect de revanche qui est évident, hein, mais je crois qu'on est finalement aussi dans cette Amérique divisée et dont les deux partis se haient dans un système de revanche, parce que quand les démocrates sont arrivés, ils ont lancé tous ces procès, etc. On sent qu'ils veulent abattre le monstre, abattre l'adversaire, tuer l'autre. Et c'est vrai que c'est ça qui fait très peur dans cette Amérique, c'est qu'elle est à couteau tiré l'une avec l'autre. Et Trump, évidemment, s'il revenait, il n'aurait plus aussi les quelques garde-fous mentaux qu'il avait, parce qu'il ne savait pas où il mettait les pieds, où il arrivait, il avait pris des gens pour l'aider à faire le lien, ce qu'il appelait les wise guys, etc., les gens un peu sages. Qui étaient assez peu nombreux vers la fin du premier mandat. Ça, qui sont un peu à peu partis. En revanche, je crois qu'il joue de manière là aussi habile, parce qu'il connaît quand même le pays, quand il dit on résoudra les problèmes d'ordre, en fait, ou de désordre en envoyant l'armée, il joue là sur du velours, parce qu'il y a toute une Amérique qui est absolument furieuse de ce qui se passe, et notamment à New York. Enfin, pour le coup, je dirais qu'il y a un vrai problème de maintien de l'ordre aujourd'hui à New York, et j'ai rencontré, j'étais récemment aux États-Unis, sur le territoire américain. Je suis absolument... Juste le préciser. Non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est anticonstitutionnel. Complètement. Et je pense que il agite ça pour montrer qu'il serait un dur. Mais c'est vrai que ça fait écho, en fait, à une préoccupation. Vous avez énormément de démocrates, en fait, qui sont absolument effarés par le degré de laxisme des administrations démocrates dans certaines villes comme New York ou Chicago. Ça pose un énorme problème. J'étais récemment en Floride pour des vacances d'ailleurs, mais j'ai rencontré l'ancien représentant de la police, en fait, qui était démocrate, qui s'appelle Kelly, de New York, et qui me racontait, qui lui-même avouait qu'il était effaré par la manière dont l'administration démocrate gérait aujourd'hui, en fait, ces questions de maintien de l'ordre. Vous aviez énormément de policiers qui s'en vont, qui ne veulent même plus servir à New York, parce que, justement, on les a tellement mis dans une sorte de corset sur ce qu'ils ont le droit de faire et ne pas faire, qu'ils préfèrent aller dans d'autres États. André Caspi, c'est la dernière de vos chroniques sur la division des États-Unis aujourd'hui. Oui, mais je crois que la vérité, c'est que les arguments en faveur de Trump sont très secondaires. Ce qui compte avant tout, c'est Trump. Voilà. Les gens qui votent Trump, c'est parce que c'est Trump. Alors, quant à savoir exactement ce qu'il va faire s'il était élu, c'est une autre affaire. On lui fait confiance. On sait que c'est un dur. En tout cas, à l'étranger, on se pose la question. Oui, d'accord. De manière anticipée. Mais parce qu'il y aurait un impact sur la politique étrangère américaine. Sans doute, mais en particulier sur l'Ukraine. Mais il a dit qu'il réglerait le conflit en 24 heures, c'est-à-dire en gros, j'appelle Vladimir Poutine et je lui dis faites ce que vous voulez. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. C'est un peu ce qu'il a laissé entendre. Mais je répète encore une fois que ce qui plaît aux électeurs, c'est d'avoir un homme qui est décidé, qui est brutal, qui veut faire de l'Amérique quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort, d'encore plus sûr. Mais quant à savoir exactement ce qu'est son programme, je n'y crois pas.
C'est-à-dire qu'au fond, il peut dire ce qu'il a envie de dire, mais une fois qu'il sera au pouvoir, s'il est au pouvoir, il fera ce qu'il a envie de faire. En même temps, il faut lui faire crédit dans son premier mandat d'avoir justement beaucoup tenu à essayer d'appliquer ses promesses, même celles qui étaient dites très difficiles à appliquer pour des questions de droit ou de politique. Oui, mais c'était en 2016, c'était en 2017. Tandis qu'aujourd'hui, il a une revanche à prendre. Il a une revanche à prendre et je crois que les électeurs qui sont véritablement attachés à la candidature de Trump veulent prendre également cette revanche. C'est-à-dire qu'au fond, on constate dans les sondages qu'il y a encore bon nombre d'Américains qui croient que les élections présidentielles de novembre 2020 ont été truquées, que les résultats n'étaient pas ceux que l'on a annoncés. Vous m'offrez une transition, puisque on en arrive à Joe Biden, qui doit déclarer normalement sa candidature officiellement demain avec une vidéo qui doit être diffusée ce mardi. Est-ce qu'on va vers un remake de 2020 en 2024 ? C'est ce que souhaite Joe Biden. Je pense que c'est ce que souhaite Joe Biden, absolument. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà battu. Donc ça, c'est comme... Ça va être son argument principal. Et puis, en gros, je suis très âgé, puisqu'il aura 82 ans. Au moment de l'élection en 2024, il aurait 86 ans à la fin d'un deuxième mandat, du jamais vu dans l'histoire américaine. Mais son argument, c'est « je peux battre Trump et je l'ai déjà battu ». Oui, et surtout qu'il n'y a pas d'autres démocrates en capacité de s'opposer à lui en interne. Que ce soit Kamala Harris. Vraiment, il n'y a pas d'autres démocrates. Kamala Harris a été invisibilisée pendant le premier mandat. Là, elle commence à refaire surface à la faveur de l'avortement, le droit à l'avortement qu'elle porte à travers tous les États. Beto O'Rourke, qui était candidat au Texas, finalement, il était déjà un peu trop d'échecs. Voilà, Pete Buttigieg, qui est aujourd'hui ministre des Transports, on l'entend pas beaucoup, il se place pas. Donc en fait, toute la nouvelle garde, toute la nouvelle donne. Et parmi les gouverneurs démocrates, écoutez, il n'y a pas pour l'instant personne n'émerge. Oui. Mais Gavin Newsom. Voilà, mais à part lui, je ne vois pas de candidat potentiel. Est-ce que la loi qu'on m'a prise il y a très longtemps de la politique américaine, c'est-à-dire les démocrates fall in love, doivent être inspirés par un candidat, alors que les Republicans fall in line, c'est-à-dire ils sont disciplinés, et une fois que le leader est choisi, ils s'alignent derrière lui. D'ailleurs, on l'a vu en 2016, puisque finalement, malgré les tiraillements au sein de l'établissement, les républicains ont quand même massivement voté Trump à l'époque. Est-ce que ça existe toujours ? C'est-à-dire, en gros, pour que les démocrates aient une chance, il faut qu'ils aient une nouvelle tête qui inspire les soutiens, y compris dans les universités, que les gens puissent faire du porte-à-porte pour lui. Enfin, le modèle Clinton ou Obama, pour résumer. Est-ce que ça, c'est toujours une loi intangible. Je rappelle pour la troisième fois qu'il y a les indépendants. Oui. Je ne représente pas les indépendants. Non, mais j'observe simplement que les dernières victoires à la présidentielle des démocrates, c'était des visages nouveaux, des gens qui avaient... Obama était sénateur. Comment ? Biden, c'était pas un fall in love. Sauf Biden, parce que c'est précisément ma question. Est-ce que Trump a cassé cette règle de la nécessité pour les démocrates d'avoir un candidat qui les emballe, qui les inspire, parce que ce qui les inspire, c'est juste de battre Trump. Non, mais je crois qu'il y a quand même un élément que nous oublions en ce moment, c'est que Biden a un bilan. Il a fait un certain nombre de choses. Alors, on peut les critiquer, on peut dire que c'est pas assez. Et son bilan, il est jugé comment ? Il est plutôt positif, son bilan. Plutôt positif. Aussi, du point de vue économique. Sa personne est jugée de manière plutôt négative, et son bilan est positif. Alors, on peut le critiquer sur un certain nombre de points, mais il n'empêche que si on compare Biden et Trump, je disais tout à l'heure, c'est l'homme qu'on choisit, c'est le style qu'on choisit. Tandis que Biden, il est peut-être un style un peu endormi, puisque c'est son surnom. Mais d'un autre côté, Sleepy Joe. Mais d'un autre côté, il a quand même réussi à faire passer des lois, des thèmes qui sont extrêmement importants. Il a fait voter quand même plus de 2000 milliards de dollars pour stimuler l'économie. Donc, c'est quelque chose qui compte, ça. Oui. Alors, je ne dis pas que ça va lui permettre de gagner les élections. Non, parce qu'il a un handicap, vous l'avez rappelé, c'est son âge. Mais à part ça, il a quand même... Je crois qu'il a un autre handicap, c'est la contrepartie, ou l'autre monnaie de la pièce que vous venez de lancer, c'est qu'il a fait monter les impôts.
parce qu'il lui fallait de l'argent public. Et ça, pour les républicains, ça mobilise, et chez les indépendants, ça peut mobiliser aussi. Vous connaissez le rapport des Américains avec le fisc, avec les impôts, c'est toujours un peu compliqué. Et on est sûr, quel que soit le républicain qui sortira du chapeau, mais regardez qu'il promettra là, une baisse des impôts. Le taux de chômage, c'est quoi? Entre 3 et 4%. Non, mais bien sûr. Mais attendez, est-ce que déjà... Je parle uniquement des impôts. Clarifions déjà un point. Est-ce que la candidature de Trump renforce l'aspiration de Biden à être lui-même candidat? Alexis Pichard. Bien sûr, c'était d'ailleurs son souhait originel quand il s'est présenté en 2017, c'était de dire, voilà, c'est l'événement Charlottesville. C'est-à-dire, en gros, si c'était Ron DeSantis, quelqu'un de plus jeune côté républicain, les démocrates seraient enclins à chercher eux-mêmes quelqu'un de plus jeune. Pas nécessairement, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Ron DeSantis fait aussi peur aux modérés. Donc Joe Biden a quelque chose quand même d'assez rassurant. C'est quelqu'un qui quête le consensus. L'âge n'est pas rédhibitoire pour vous. Il l'est, mais en fait, comme l'a dit M. Caspi, le bilan est bon. C'est quelqu'un qui a quand même réussi à tenir sa promesse du bipartisanisme en pleine polarisation de l'électorat américain et de justement ces républicains face au l'âge du capitaine. Moi, je pense que l'âge du capitaine joue beaucoup, et j'ai vu plusieurs sondages, je ne pourrais pas vous citer de tête, mais où on voyait qu'une majorité de démocrates préférerait que ce soit un autre candidat. Alors, je vais vous en citer un. C'est un sondage AP. 26% seulement des Américains voudraient que Biden se représente. Voilà. À peine. 47% des démocrates seulement. Mais s'il gagne les primaires, ils seront 81% à le soutenir. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un rejet. Trump gagne... Non. Si Biden se présente, dans l'absolu, ils ne sont que 26% à souhaiter qu'il se présente. 47% des démocrates le soutiennent. Mais il serait 81%, les démocrates, s'il est finalement des primaires avec un président sortant qui se représente. Il y a déjà un candidat démocrate contre Biden, c'est Robert Kennedy Jr. Bon. Enfin, c'est un démocrate à la sauce conspirationniste. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, lui, il part du principe qu'il ne faut surtout pas de vaccination contre le Covid, mais il défend l'environnement. Bon, chacun ses combats. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il est aussi quand même sur la question de la politique étrangère. Il fait apparaître en fait ce courant anti-guerre, en fait, isolationniste, qui préoccupe tellement les Européens parce qu'on voit qu'il a émergé sur le flanc républicain et qu'il émerge aussi sur le flanc démocrate. Il a un discours un peu Bernie Sanders sur la question « je vais me battre contre la corruption des élites et de l'État qui est en fusion avec les intérêts corporatistes, etc. » Donc, un certain nombre de choses qui peuvent trouver un écho sur la gauche de l'échiquier politique qui avait tellement aimé Bernie Sanders. Il joue aussi sur son nom. Et il joue sur son nom. Bien sûr, d'un autre côté, Robert Kennedy, son père, a été assassiné en 1968, et je pense que beaucoup d'Américains ne savent même plus qui est Robert Kennedy, le père. Donc, autrement dit, jouer sur son nom, c'est quand même pas un atout formidable. Oui, le mythe Kennedy est beaucoup plus opérant aujourd'hui à l'étranger qu'aux États-Unis. Beaucoup d'Américains ignorent. Alors, Jean-Marc Gonin, justement, vous revenez des États-Unis. J'ai encore un chiffre d'un sondage YouGov. 44% des électeurs américains on leur a donné une série de 8 qualificatifs pour évoquer un éventuel remake de 2020, Biden-Trump. L'adjectif qui est sorti en tête de loin, c'est épuisant. Ils sont épuisés à l'avance. C'est vrai. Est-ce que ça se ressent dans les conversations, cette espèce de lassitude de voir... Vous le savez aussi bien que moi, les Américains ne sont pas vraiment des Français. Ils ne se passionnent pas pour la politique comme nous, dans chaque repas de famille. Oui, enfin, la politique, c'est un beau spectacle aux États-Unis, quand même. C'en est un. Mise en scène aussi. Au moment où elle se déroule, quand on arrive près du scrutin, le reste du temps, quand on est, encore aujourd'hui, on est assez loin du scrutin, et il n'y a pas vraiment un engagement tel pour parler politique. On lasse les gens, mais c'est épuisant parce qu'avoir ce match de ces deux hommes qui ont 4 ans de plus, qui sont vieillissants tous les deux quand même, le facteur de renouvellement d'air frais dans cette nation qui s'est toujours donné plutôt à la jeunesse, c'est quand même quelque chose qui est un peu repoussant. Alors, Trump, dans ce match-là, il a l'apparence de la jeunesse. Oui, c'est parce qu'il est beaucoup plus vigoureux. Moi, je crois qu'il y a quand même... moi, je parle beaucoup avec les élites des deux camps, et je pense quand même qu'il y a une vraie... ils sont très embarrassés et très préoccupés par le fait d'offrir
au monde le spectacle d'une forme de gérontocratie d'ici 2 ans va aller à la présidentielle. Et donc, moi, il y a beaucoup de démocrates qui disent que le président Biden, c'est vrai, a remarquablement géré l'affaire ukrainienne dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on le sent quand même assez lent, très encadré. Il aurait été parfait comme un président de transition, ce qu'il avait dit. Voilà. Avant un renouvellement. Absolument. Donc c'est vrai qu'il rassure d'une certaine manière ce pays qui bouillonne et qui est prêt à se mettre sur la figure au sens physique du terme. Il y a cette crise, ce malaise profond de la société américaine, de la politique. Et donc Biden, au fond, il a un petit peu gelé les choses, apaisé, etc. Mais c'est vrai qu'il ne règle pas les questions. Je ne sais pas si vous avez vu cette série qui est sortie récemment sur Netflix, qui s'appelle The Diplomat, et qui est une série qui fait beaucoup de clins d'œil à la réalité politique de cette administration, puisqu'on a un président vieillissant, une vice-présidente inopérante, et donc on essaie de mettre si vous voulez, en piste une nouvelle présidente. Tout à fait. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit le staff du président qui l'encadre en permanence, qui se précipite dans la salle quand ils entendent qu'il veut boire du café, parce qu'ils lui disent « Ah non, vous n'avez pas le droit, parce que c'est mauvais pour votre cœur, etc. » Et on a quand même le sentiment que le réalisateur fait des clins d'œil permanents aux Américains. C'est une des dimensions que Trump a apportées à la politique américaine, c'est d'introduire la fiction dans la réalité. Il y a un dernier chiffre, on arrive presque au bout de cette émission que je voudrais vous soumettre. D'après les sondages, Joe Biden serait 3 points devant Donald Trump dans une élection générale, mais 3 points derrière Ron DeSantis dans une élection générale. Et c'est notamment vrai dans 2 États clés, la Pennsylvanie et l'Arizona. Non mais attendez, 3 points en suffrage ou 3 points en grands électeurs? 3%. Non, en suffrage. En suffrage, ça ne veut rien dire. Oui, bien sûr. Ça ne suffit pas. Hein. Dans les sondages, il devancerait Donald Trump de 3 points aujourd'hui dans une élection générale, ce qui est d'ailleurs la marge d'erreur. Donc il faut rester prudent. Mais par contre, DeSantis aurait l'avantage. Oui, mais regardez, en 2016, Hillary Clinton avait plus de voix que Trump. Oui. Oui, Alexis Pichard, votre sentiment là-dessus? C'est un système de grands électeurs, donc le pourcentage, le vote populaire, on voit que les démocrates le gagnent à chaque fois, mais ce n'est pas ce qui fait justement la victoire des démocrates. Donc ce sera une bataille électorale quand même intéressante, parce que serrée. Oui, ce sera serré. Et même la primaire, moi je ne suis pas de ceux qui croient que la primaire républicaine est déjà jouée, loin de là. Parce que DeSantis, comme disait André Caspi, il n'est pas encore un homme très connu. C'est un personnage qui commence à être un personnage national. Et il va commencer à exister politiquement plus fort. Et les sondages se resserrent. En 10 secondes, il y aura du suspense. Oui, il y aura du suspense. Et je pense que ce qui va être très intéressant, c'est ce qui se passe. Comment des personnages comme DeSantis, par exemple, vont conquérir ou non les pays clés de l'Ohio, la Pennsylvanie, les États clés, pardon. Les États clés qui en fait, ont fait les élections dans ces dernières années. Merci beaucoup. Oui, un mot, mais vraiment un mot, on a fini. Sans vouloir vexer nos voisins, je dirais que Joe Biden ferait un excellent président de la République italienne.